Bon, Patrick, faut que je fasse une vidéo pour présenter un peu l'intérêt d'étudier la médecine traditionnelle chinoise. Joli challenge. Ouais. Du coup, c'est plutôt ton créneau, ça, d'habitude? Quoi, la médecine chinoise ou la vidéo? Non, la vidéo et puis la promotion. Promotion. Moi, c'est pas trop mon truc. Nous interrompons nos émissions pour un moment de promotion. Est-ce que tu aurais deux, trois éléments à me donner pour que je fasse avancer un peu ma préparation? Ben, je sais pas, qu'est-ce qui pose problème dans la présentation? Parce que tu connais aussi, donc qu'est-ce que tu crains qu'est-ce que je peux ajouter de plus? En gros, en quoi c'est pertinent aujourd'hui, en 2022, d'apprendre une médecine qui est plus ou moins qui est ancienne, quoi. 2000 poussiéreuse, quoi. Disons-le, voilà, qui est pas, je veux dire, en quoi est-ce qu'on peut souffrir la comparaison avec la médecine occidentale hyper sophistiquée telle qu'elle existe, et quels seraient les principaux arguments que je pourrais utiliser là-dessus? Disons, pour quelqu'un qui veut apprendre la médecine chinoise, la question se pose peut-être pas immédiatement de savoir si on va apprendre la médecine chinoise. La première question, de savoir si on va apprendre la médecine. C'est-à-dire, j'essaye de mettre à la place de quelqu'un, parce que moi j'ai été à cette place il y a des années. Est-ce qu'on a envie de soigner les gens? Donc est-ce qu'on veut apprendre la médecine? Et ça, c'est une première étape à mon avis. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est quelle médecine éventuellement je veux apprendre? Et ça sous-entend soit de savoir qu'il y a plusieurs médecines sur Terre, ce que tout le monde ne sait pas, parce que l'information elle est souvent ethnocentrée, on va dire. Soit parce que même à l'intérieur d'un système de santé ou d'une culture, on voit bien qu'il y a des façons différentes de prendre soin des gens. Parce que on voit bien qu'entre le serment d'Hippocrate d'un côté et puis la médecine dite de Pasteur de l'autre, avec un système, disons, hospitalier, etc., où les gens sont plutôt des cas, des numéros, on les regarde plus sur l'ordinateur, sur les examens qu'au chevet du lit. Donc, quelle médecine on veut pratiquer? Moi, je m'étais intéressé je trouvais que le médecin de famille de mes grands-parents était quelqu'un d'intéressant, et donc je me suis intéressé. Puis quand j'ai vu ce que c'était comme médecine, je me suis dit, non, c'est plus ça. Et puis c'est là où je me suis intéressé à la médecine chinoise, parce que elle était contemporaine de celle d'Hippocrate. Les Chinois l'avaient conservée. Donc déjà, quel type de médecine? Et effectivement, dire que c'est contemporain de celle d'Hippocrate, c'est pas forcément valorisant quand tu cherches à dépoussiérer une médecine. D'accord, mais à ce moment-là, pourquoi les médecins continuent de prêter ce serment poussiéreux? D'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont tort, puisqu'ils ne le respectent pas. Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui le respectent? Alors, bonne question. Est-ce que c'est poussiéreux? C'est-à-dire que, est-ce que depuis 2500 ans, l'être humain n'est plus le même? Est-ce que le soleil se lève à droite au lieu de se lever à gauche quand on regarde la course dans notre hémisphère? Ouais, mais depuis 2500 ans, on a quand même eu énormément de progrès sur les questions de santé, de salubrité. Je veux dire, avant on mourait à 40 ans, maintenant les gens vivent jusqu'à 85 ans. Est-ce que c'est le fait de la médecine chinoise ou est-ce que c'est le fait de la médecine occidentale, ça? C'est pas le fait de la médecine. Tu veux dire l'allongement de l'espérance de vie, l'amélioration des conditions de santé. J'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est acquis qu'on doit ça au progrès de la science et de la médecine. Alors tu vois, en médecine chinoise, dans un livre qui est 300 avant Jésus-Christ, il est écrit « Les anciens vivaient facilement au-delà de 100 ans, en bonne santé, longtemps, heureux, sans maladie, parce qu'ils savaient respecter certaines choses. Mais de nos jours, le bouquin il date de 300 avant Jésus-Christ, c'est foutu parce que ils font pas gaffe à ci, à ça, ils sont intempérants, ils stressent pour rien. » Bon. C'est-à-dire que déjà, il y a des siècles et des siècles, on disait avant ils savaient faire des choses, maintenant ils savent plus faire. Il y a eu des gens qui certainement avaient un mode de vie qui était plus proche de certaines peuplades éloignées que des centres-villes pollués, mais qui avaient un mode de vie proche de la nature et qui vivaient, alors ça n'empêchait pas d'avoir des maladies, mais qui avaient une qualité, une quantité de vie qui était tout à fait intéressante.
Et dans des ouvrages médicaux, il est précisé quels sont les critères qui permettent d'aller à ça. Mais on sait aussi dans ces ouvrages que ça fait longtemps que c'est foutu. On a l'impression que c'est presque foutu depuis qu'on va vers des processus de civilisation et de dénaturation. On ne va pas retourner au bon sauvage de Rousseau non plus. Mais tant qu'on a besoin de respirer de l'air pour vivre ou de manger de la nourriture, ben, il y aura la question de savoir quelle est la qualité de l'air, de la nourriture, de l'eau. Et c'est tous des éléments de base. Voilà. Donc quelque part, ce que j'entends, c'est que le premier argument, c'est que c'est une médecine humaine. C'est la première chose que tu me disais. Ça, c'est ce que je dois mettre en avant. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'être avec les gens. C'est une autre façon de faire de la médecine. Ouais. Ok. Et ensuite, le truc, c'est de dire que finalement, les conseils qu'il y avait dans les ouvrages classiques nous montrent avant tout une façon de vivre qui, si aujourd'hui elle était appliquée sur un plan politique, permettrait d'avoir moins de problèmes. Oui, mais ça montre aussi, et surtout que... Une sorte d'écologie, quoi. Voilà, mais ça montre aussi que depuis des siècles, et certainement pour des siècles encore, si on voit l'actualité, les médecins n'ont pas fini de répéter les mêmes sagesses que les gens n'entendent pas. Donc, faut-il abandonner ça et puis se laisser aller au transhumanisme pour les uns et au voyage interstellaire pour les autres, en pensant changer de planète parce qu'on n'est pas capable de cultiver celle-ci, et nous-mêmes à sa surface, ou est-ce qu'il faut garder cette petite graine, façon cocopélie, de sagesse, qui remonte à loin, mais ça ne fait pas si loin que ça dans l'espace de l'humanité, qui rappelle qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire pour pas tomber malade, pour être en bonne santé. Voilà, on a la chance que certaines médecines aient traversé le temps, et donc l'envie de transmettre ça, parce qu'on se pose tous des questions. Il y a les réponses que peut apporter la médecine occidentale avec la foi dans une science et un progrès qui vont nous sauver des problèmes qu'eux-mêmes ont créés. Einstein disait que ce n'était pas ceux qui avaient créé le problème qui vous apporteraient la solution. C'est pas le retour à la bougie non plus, mais il y a une grosse bougie là-haut. Faut quand même s'en servir. Je vois deux choses qui pourraient me poser problème. La première, c'est cet argument de déjà dans les livres anciens, on disait que c'était mieux avant et qu'on retrouve un peu ailleurs. Est-ce que ça nous dit, enfin moi j'imagine les gens ce qui pourraient me rétorquer, est-ce que ça nous dit vraiment que c'était mieux avant et que ça atteste qu'il fut un temps où c'était mieux, ou est-ce que ça nous dit juste qu'il y a toujours eu des esprits qui étaient tournés sur le passé et qui pensaient que c'était mieux avant et qu'encore aujourd'hui on fait partie de ces gens qui pensent que c'était mieux avant? Bon, t'es pas encore vieux, toi. Mais tous les vieux ont tendance à penser que c'était mieux avant, de toutes les générations. Et pourquoi ? Parce que la vie, c'est quelque chose qui tourne. Il y a des planètes qui tournent. Et donc l'histoire, c'est quelque chose qui tourne. Il se reproduit toujours la même chose. Et donc il y a toujours un moment du tout où on se dit c'était mieux avant. De toute façon, on y retourne et c'était mieux avant. Et on y retourne et c'était mieux avant. Il y a des moments où on a des périodes de lumière, des moments où on a des périodes d'obscurité. Puis quand on retombe dans la période d'obscurité, on se dit c'était mieux avant. Ça sera mieux demain. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas perdre la mémoire de ces choses qui tournent, qui sont écrites dans les choses anciennes. Cette volonté de révolutionner, en oubliant que la révolution c'est quelque chose de permanent, comme disait l'autre, l'autre c'était Trotsky, donc c'était mieux avant, mais c'était aussi pire avant, évidemment. Simplement, qu'est-ce qu'on peut garder de sagesse de ces choses qui sont mieux et qui sont pires? Qu'est-ce qu'on peut prendre dans le mieux? Qu'est-ce qu'on peut laisser dans le pire? Pour que même si on subit cette ronde des sagesses et des ignorances, on puisse s'élever un petit peu à mesure si on ne perd pas la mémoire des choses. Le drame, c'est une science sans mémoire et sans conscience. Et là, la médecine chinoise, c'est une médecine qui repose sur des sagesses anciennes sans les démolir à tout prix et qui essaye de les élever. Donc là, l'argument principal, ça serait de dire qu'il y a évidemment des choses qui étaient affreuses ou pires, mais il y avait des choses bien, et que l'idée, c'est de ne pas détruire les choses bien de la médecine chinoise et de s'en servir pour que ça aille mieux aujourd'hui. Oui, et les choses bien de la médecine occidentale aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute chose, c'est aussi la théorie du yin-yang, quoi. Il y a deux aspects en toute chose. Donc la médecine chinoise,
elle a des avantages, des inconvénients, des bons, des mauvais côtés, la médecine occidentale aussi. Quels sont les bons côtés, quels sont les mauvais côtés de chaque chose? Mais à l'intérieur de ça, qu'est-ce que nous, on décide de porter, d'apprendre, de transmettre, de faire? Donc, on peut poser sur la table. En fait, il faut que les gens ils aillent faire un tour en fac de médecine, qu'ils voient ce qu'on leur propose, qu'ils aillent faire un tour en fac d'ethnomédecine, quand il en existe, et que c'est pas des facs, mais peu importe, parce que c'est pas le même mode d'enseignement, et de voir qu'est-ce qui est proposé là-dedans, parce que tu vois, tu vas dans l'école de la République, tu vas dans une école, je sais pas, moi Montessori, puis tu vas te dire, quelle est la façon d'apprendre qui me semble la plus intéressante pour moi? Est-ce que je suis des process, des protocoles, des machins, ou est-ce que je prends quelque chose, je m'adapte à un traitement, ou j'adapte le traitement à moi, ou quelle est la part d'effort que je fais de compréhension, et puis qu'est-ce qu'il faut quand même qui corresponde à mon âme, à ce que j'ai envie de faire? Il faut trouver cette chose-là. Donc le but, c'est pas d'attirer les gens qui veulent étudier la médecine comme les rats avec le joueur de flûte de Hamelin en disant venez chez moi. Ouais, on n'est pas là pour juste s'occuper de ceux qui ont raté le concours d'entrée en médecine, quoi. Ah non, parce qu'il y a des gens, c'est pas étonnant qu'ils ratent le concours d'entrée, mais il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences, ou voilà, mais il y en a d'autres, c'est parce que cette médecine-là, c'est pas fait pour eux, alors que c'est des bons médecins. Ils ont l'âme d'un médecin. Sauf que ces gens-là, ils sont peut-être plus proches d'Hippocrate que de Pasteur. Pasteur n'était pas médecin. C'est quoi un bon médecin? Oh putain, c'est quoi un bon médecin? Non, mais parce que tu vois, si c'est pas une histoire de réussir un concours d'entrée, si c'est pas l'âme d'un médecin, tu vois. Alors un bon médecin, c'est quelqu'un qui a à la fois un bon cerveau et un bon cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'apprendre, parce qu'il faut de la mémoire. Il y a plein de choses quand même à apprendre, on n'y peut rien. À comprendre, parce que quand on commence à apprendre à un certain âge, c'est trop tard pour apprendre tout par cœur, donc il faut comprendre ce qu'on apprend. Et c'est pour ça qu'on fait de la formation déjà à des adultes qui doivent déjà comprendre à mesure qu'ils apprennent, sinon on ne retient pas. Et c'est super intéressant que ce soit compréhensible et que ce ne soit pas juste apprendre la médecine comme on apprend le bottin. Il y a un sens aux choses. Un signe, c'est signifiant. Donc quand on observe des signes chez le patient, ça veut dire quelque chose de précis. Donc il y a une logique. D'appliquer, et et d'appliquer pas seulement avec le cerveau, parce que le cerveau c'est une lumière froide. Le cerveau en médecine chinoise c'est la lune, le cœur c'est le soleil. On fait que réfléchir la lumière du soleil, mais on ne voit bien qu'avec le cœur, comme disait l'autre. Là c'est plus Trotsky, c'est Syntex. Donc ça veut dire qu'il faut soigner les gens avec le cœur, mais c'est pas le tout d'aimer les gens, de vouloir qu'ils aillent bien, d'être gentils, de faire des médecines douces. Ouais, mais comme dirait encore l'autre, nous n'avons pas le monopole du cœur. Certes, mais qui c'est qui a le monopole du cœur d'ailleurs? Qui d'autre n'en a qu'une, ne serait-ce une partie? Qui soigne avec le cœur aujourd'hui? Je sais pas, les infirmiers. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a des gens qui soignent avec le cœur. Mais infirmier, c'est pas médecin. Parfois, ils ont le cœur, et même tes proches, quand ils veulent t'aider, quand t'es pas bien, ils ont le cœur, mais ils n'ont pas le savoir, et ils n'ont pas la distance de la Terre à la Lune. Donc le problème, c'est qu'il faut les deux. Et donc... on ne peut pas dire non plus que les médecins occidentaux n'ont pas de cœur. Non, eux, ils ont un cœur, mais j'allais dire, est-ce qu'on leur fait travailler cette dimension de la relation humaine dans le soin et de ce que ça peut porter d'ailleurs de possibilités de guérison. D'accord ? Je veux dire, est-ce que dans la formation de médecine occidentale, déjà quelle est la part de la psychologie humaine, ça serait intéressant à voir. Hein. Je veux dire, c'est une médecine extrêmement technologisée, et de toute façon, il faut relire Illich, hein, ça fait une 40aine d'années, qui parle de l'expropriation de la santé, et en quoi ça rend le système de santé iatrogène, c'est-à-dire qu'il fabrique des maladies à cause du système, et puis on ne va pas parler du Covid parce que ça va m'énerver, donc, et que c'est pas bon pour la santé de s'énerver, donc il ne s'agit pas de fabriquer des machines à soigner, il ne s'agit pas de fabriquer des gens qui disent « Oh mon pauvre, t'es pas bien, viens, je vais te soulager ». Il s'agit de traiter avec les différentes composantes que la nature nous donne pour aider nos semblables. Et tous les enseignements ne permettent pas ça.
je ne dis pas que la médecine chinoise c'est parfait, c'est miraculeux. Puis après, il y a des médecines chinoises comme il y a des approches. Voilà, mais du coup, de ce que je vois, donc, dans ce que tu dis, là, l'argument principal, ça serait de mettre en avant le fait que finalement, on utilise la globalité de ce qu'on est et on est formé à cette globalité, cœur, compréhension, prise en compte des aspects psychologiques de l'autre, pour avoir une médecine qui soit à la fois globale pour le médecin et globale pour le praticien. On pourrait dire ça. De toute façon, ça rejoint Hippocrate dans la mesure où effectivement la maladie n'est pas plus importante que le malade. Donc il doit y avoir un regard global par rapport au malade et son environnement. Mais global ne veut pas dire flou. C'est-à-dire qu'on prend en compte tous les paramètres et on doit avoir une compréhension de tous ces paramètres qu'on prend en compte. Donc voilà, c'est une étude longue, mais on peut faire le tour du Mont Blanc, simplement, on met un peu de temps à faire le tour. Voilà, donc il ne faut pas être pressé, un chemin de milieu commence par un pas. C'est une étude longue, mais on est formé en combien de temps en médecine chinoise? Il faut compter, alors ça dépend de la pédagogie, du type d'étude, du nombre de choses qu'on veut faire à l'intérieur, mais disons, pour les bases, on va compter 3 à 5 ans. Parce qu'il y a un temps de maturation. En temps plein? Non, justement, il y a un temps de maturation, donc il y a un moment où on mange, puis un moment où on digère. Donc nous, on s'est organisé comme ça, en tout cas, dans la façon d'enseigner. Et puis, après, on a encore besoin de pratiquer, comme n'importe quel interne en médecine, puisque les patients, disons, on va fournir un logiciel de compréhension de l'autre. Après, on a besoin de l'autre pour résoudre les problèmes. Donc c'est le patient qui devient notre prof. Et puis encore 5 ans, je dirais, de pratique. Au bout de 10 ans, on commence à se sentir à l'aise. Mais 5 ans d'études, finalement, c'est plutôt court par rapport à ce qui se fait en études de médecine. Parce qu'en médecine conventionnelle, dans le mode d'enseignement occidental, on fait du bourrage de crâne pendant un certain nombre d'années, après on décroche un papier, puis après on ne fait plus rien. En médecine chinoise, on commence à étudier jusqu'à pouvoir pratiquer, et la pratique et l'étude vont ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Donc on est étudiant à vie. Sauf qu'il y a un moment, il faut bien pratiquer pour apprendre. De la même façon que quand on enseigne, on apprend aussi. Donc c'est simplement quelque chose qui... Et du coup, sur ces 5 années où finalement on continue à pratiquer, on commence à pratiquer, mais où on n'est pas encore vraiment au point, parce que tu as dit globalement il fallait 10 ans, enfin 5 ans d'études, puis 5 ans. Comment on accompagne un praticien sur ces 5 années pour continuer à le former? C'est l'intelligence collective. C'est-à-dire, c'est un collectif d'études, par exemple le CEDRE, donc effectivement, former des gens, mais c'est ce que tu as fait toi aussi en navigation. On explique des choses, on forme les gens, puis après on les laisse prendre la barre, et puis on surveille pour pas que ça parte en live. Et puis une fois que c'est bon, vas-y, je vais me coucher, tu peux garder le cap. Ouais. Sauf que par exemple en navigation, moi quand je bossais en école de voile, chaque fois qu'on laissait quelqu'un partir en autonomie, il revenait, il y avait un débriefing. Alors, c'est-à-dire que... ça existe aussi. Donc, les gens peuvent revenir. Ça, c'est l'organisation de l'école. C'est la formation. Évidemment, on ne lâche pas les gens complètement dans la nature en disant démerde-toi, j'ai plus rien à voir avec toi. Mais la grosse question, c'est à quel moment on a assez confiance pour lâcher la personne en disant tu peux voir des gens, rencontrer la souffrance. C'est une responsabilité assez lourde. Déjà, c'est la responsabilité de soi-même de voir des patients, la médecine, mais quand on forme, parce que les gens ils se posent la question pour étudier, mais ils ne se posent pas la question du poids que ça représente pour ceux qui enseignent. Mais je veux dire, chaque fois que j'enseigne à quelqu'un, je me dis, cette personne va avoir de la souffrance et de la mort en face un jour ou l'autre. Donc, comment je peux l'aider lui à ne pas souffrir tout en aidant les autres à ne pas souffrir? Enfin, tu vois, c'est quand même... ça se fait naturellement parce que c'est dans l'ordre des choses. On apprend, on comprend, on pratique, on transmet. Donc ça se fait naturellement. La question ne se pose pas. Mais c'est une accumulation
de savoir et de responsabilité, que ce soit à l'égard des patients, à l'égard des étudiants. Et puis après, c'est aux étudiants de savoir en quel skipper ils font confiance. Ben, ça, c'est eux qui voient. Du coup, ça m'emmène au deuxième point. Alors peut-être que c'est pas pour tout de suite qu'on peut causer, mais tout à l'heure, quand tu avais évoqué la médecine ancienne, qui était associée à un certain mode de vie, à un certain rapport au monde, et puis que le rapport au monde change. Et par exemple, aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont beaucoup en surmenage, ils sont beaucoup stressés, ils sont beaucoup médicalisés, ils sont beaucoup... Il n'y a rien qui va, quoi. Bah, si. Bah, pas grand-chose. Enfin, non, mais dans l'esprit des gens. Dans l'esprit de la médecine traditionnelle chinoise, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on trouve quand même des gens heureux autour de nous, même s'il y a toujours plus de dépressifs, tu vois. Mais et puis ça, c'est les Français qui voient ça depuis la France, parce que il y a plein de gens qui voudraient bien être en France pour pouvoir déprimer comme un Français. Ouais. Mais du coup, par rapport à la population telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt pour un praticien de médecine chinoise d'apprendre une médecine qui finalement n'est peut-être pas adaptée au mode de vie des gens d'aujourd'hui? Alors, c'est peut-être pas le sujet de là maintenant, mais... Si, mais c'est-à-dire qu'effectivement, à quoi ça sert d'apprendre une médecine chinoise quand on est en France, par exemple? En Occident, on n'a pas la même culture, etc. Mais c'est pour ça que je faisais un parallèle avec Hippocrate. C'est-à-dire qu'en fait, les lois de la médecine chinoise sont valables partout. Et par contre, on ne va pas amener les patients à bouffer chinois ou à penser chinois. Voilà, on va prendre, disons, la compréhension de l'humain qui a été gardée dans cette philosophie ancienne, qui n'était pas tellement étrangère non plus pour nous à l'époque. Et, on va l'appliquer à des humains, quelle que soit leur culture. Donc en fait, la médecine chinoise est tout aussi universelle que la médecine occidentale. On parle du ciel, de la terre, des climats, des organes, des émotions, on a tout ça. Et donc on a fait de l'humanitaire, on a vu que ça marchait dans toutes les directions, parce qu'on s'adresse à des humains et on leur parle un langage naturel. Donc en fait, on ne va pas se réfugier derrière les chinoiseries pour soigner les gens. Alors que peut-être, des fois, la médecine occidentale se réfugie derrière des terminologies un petit peu absconses, sous prétexte de science, pour que le patient ne comprenne pas de quoi il s'agit. Nous, on va parler beaucoup moins chinois aux gens que les médecins qui utilisent les termes du dictionnaire technique de médecine, quoi. Oui et non. C'est pas toujours le cas, je crois. Ouais. Il y a des médecins chinois, des fois, où je vois des gens qui sont sortis d'un médecin chinois. Puis finalement, ils savent juste qu'il faut que le yin de quelque chose et le yang de quel truc soit... en fait, ils nagent dans le flou total. Ben, ça montre bien que tu peux faire de la médecine chinoise et pratiquer la même médecine que celle que dénonçait Molière. Tu vois qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il y a des diafoirus aussi en médecine chinoise. Des médecins qui, finalement, jouent sur le côté... exotique, enfin voilà, le poumon, vous dis-je, le yang du foie, vous dis-je. Il y a des gens qui sont comme ça, mais en fait, c'est des gens qui peut-être masquent une certaine limite de connaissance par des couvercles terminologiques, mais c'est pas ce que nous on enseigne et c'est pas comme ça qu'on parle à nos patients. Donc après, à l'intérieur d'une médecine, quelle qu'elle soit, il faut prendre plusieurs avis parfois, que ce soit pour se faire soigner ou pour étudier. D'accord. Donc quelque part, finalement, c'est pas médecine chinoise contre médecine occidentale, c'est plutôt bon médecin contre médecin de moins bonne qualité. Alors absolument. Parce qu'il y a des bons représentants dans les deux. Absolument, parce que moi je travaille avec des bons médecins, que je considère comme étant bons, parce que c'est des gens qui ont le souci de leurs patients avant l'amour-propre ou des choses comme ça. Et effectivement, notre objectif commun, c'est que même si on n'a pas le même angle sous lequel on regarde le patient, comment on peut l'aider au mieux, séparément ou collectivement, pour qu'il aille bien.
et non pas faire un bras de fer de scientifique avec le patient comme un enfant qui sert de monnaie d'échange entre deux parents qui veulent divorcer. Ça m'intéresse. Je veux bien que tu développes parce que moi, dans ma pratique, j'ai pas développé énormément de complémentarité, enfin de relations avec des médecins. Et du coup, j'ai l'impression que finalement, si on fouille la façon dont peut y avoir une bonne complémentarité entre un bon médecin chinois et un bon médecin occidental, on mettra mieux en évidence les intérêts de la pratique de la médecine chinoise. Alors, ça serait quoi la complémentarité? Est-ce que tu as un cas concret de situation où tu utilises cette complémentarité? Un cas concret, c'est toujours, ça restreint toujours le champ, mais disons que d'une manière générale, la médecine occidentale est une médecine plus matérialiste. Donc, elle a des compétences souvent quand il y a des atteintes organiques, en tout cas des choses objectivables. Il faut que les examens montrent quelque chose. Ça passe par des machines. Donc, le côté machine de l'homme, en tant que mécanique de précision, ça, ils savent faire. Tout ce qui est ensemble vibratoire, esprit incarné, on va éviter. Mais cette dimension-là de l'homme, ils sont bons. Donc, si tu es dans de la traumatologie, dans de l'urgence, dans de la pathologie lourde, ou de la suspicion de début de pathologie lourde, et voilà, le dépistage et choses. Par contre, régler des choses pour pas que des choses lourdes arrivent, c'est déjà moins leur domaine. Donc, le credo de la médecine occidentale, c'est quand même l'urgence. D'ailleurs, il y avait des noms de séries comme ça, hein, urgence, d'accord? Et effectivement, ou même les Dr House, c'est toujours des trucs en urgence. Ils ont développé un savoir-faire dans ce domaine-là, c'est une médecine de guerre. Les fleurons de la médecine occidentale, c'est la morphine, la chirurgie, le remplacement des pièces, voilà. Par contre, régler une pièce pour ne pas avoir besoin de changer, des fois on a besoin d'autre chose. Donc nous, on se place quelque part davantage en praticien de première intention, parce que finalement les médecins conventionnels ont de moins en moins de pouvoir, eux-mêmes le regrettent. Le médecin de famille d'antan, il est où? Le médecin de proximité, il y a des déserts médicaux. Et puis, il y a des gros regroupements dans des grands centres de soins, des hôpitaux, avec une médecine industrielle. Voilà. Donc, on est des poulets en batterie avec des traitements à la chaîne. Hein. On vaccine tout le monde, on fout des antibiotiques à tout le monde, on s'étonne que tout le monde devient mou. Restez confinés, comme ça vous n'attraperez rien. On est dans ce monde-là. Nous, on dit aux gens, sortez dehors, mitridatisez-vous, etc. Donc, on est dans deux médecines complémentaires, mais logiquement, il faudrait placer en premier la médecine traditionnelle avant de mettre la médecine de guerre. La paix d'abord, avant la guerre. Hein. La diplomatie d'abord, avant la guerre. Donc, moi je suis allé avec des médecins conventionnels dans des lieux différents. Je me suis rendu compte que la médecine occidentale, elle est plus efficace, évidemment, quand il faut panser des plaies. Mais que quand tu veux aller aider des minorités ou des gens pauvres à vivre mieux, je suis allé avec des copains médecins, mais en fait, eux, ils n'avaient rien à faire. C'est moi qui faisais tout le boulot, parce que eux, ils ne savent pas quoi faire s'ils n'ont pas des médicaments, s'ils n'ont pas des examens, un truc lourd. Donc en fait, c'est une médecine de paix. C'est une médecine qui aide les gens à être en bonne santé. C'est une médecine impériale. Il ne fallait pas que l'empereur tombe malade. Donc, si on veut apprendre à aider les gens à aller mieux, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de soigner, même quand il y a des trucs, parce qu'on a aussi, en cancéro, par exemple, on va aider les gens à supporter leur chimiothérapie. Donc on peut travailler en bonne intelligence, même dans les situations lourdes. C'est savoir se placer intelligemment, adéquatement, ensemble, face à une souffrance pour dire, toi, qu'est-ce que tu peux faire, moi, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Mais dans ta question, il y a une chose intéressante aussi, c'est qu'on ne parle pas le même langage. Et c'est là où c'est important de voir que la médecine chinoise, elle est contemporaine d'Hippocrate, parce que si on parle quand même un langage naturel et non pas chinois, parce que dans le Neijing, en fait, dans cet ouvrage ancien, on fait un parallèle permanent entre l'être humain et la nature, parce qu'on a des fleuves, des forêts, des climats en nous, ça, le médecin, même si c'est pas comme ça qu'il a appris la médecine, il comprend, parce que c'est un humain. Et donc, c'est un trait d'union entre les médecines et la nature. Après, il y a des gens qui sont tellement dénaturés, qui voient la vie à travers un microscope, des choses que personne n'a jamais vues, mais qui ne voient plus les gens. Ceux-là, des fois, on a du mal à causer avec. Mais c'est pas grave. D'accord. Donc, quelque part, la ligne de démarcation complémentarité, elle se joue autour de l'idée de l'urgence. C'est-à-dire que... Ouais, c'est-à-dire que s'il y a une pathologie d'urgence, moi j'appelle les urgences. Ok. Et le gros domaine de complémentarité,
c'est la gravité, c'est-à-dire des pathologies lourdes, où là, effectivement, tu parlais du cancer, les deux vont travailler chacun sur un aspect. Par exemple, les médecins occidentaux, ils auraient tendance à attaquer la tumeur, et toi, tu aurais tendance à soutenir... Quand on est en guerre, contre quelque chose... Toi, tu soutiendrais l'effort de guerre pendant que le médecin il est au front. Là, on fait la Croix-Rouge pendant que les autres bombardent. Et par contre, le point le plus spécifique aux médecins chinois, c'est le réglage des pathologies gênantes mais non graves. Ouais. Si c'était que ça, on serait content. Mais on n'est pas médecin de l'empereur parce qu'on a toujours des gens qui ont des trucs. Et notamment des gens qui sont dans des errances thérapeutiques ou dans des effets secondaires justement des traitements qu'ils ont. Donc, dans la pratique, disons, voilà, on va dire l'urgence est plus le credo de la médecine conventionnelle, le coup par coup, le dépannage, le réglage, l'entretien, la révision, les pathologies chroniques pour sortir, se dépatouiller d'un truc où on est dans quelque chose. Par exemple, je suis dépressif, mais mes antidépresseurs me donnent envie de me suicider. Voilà, des trucs comme ça, il va falloir essayer de rentrer intelligemment là-dedans pour aider les gens à sortir de cercles vicieux où la médecine a déjà sa part. Je parle de la médecine conventionnelle. Donc, c'est pas uniquement les gens qui veulent aller bien, qui vont voir en médecine chinoise, et les gens qui ont un problème sérieux qui vont en médecine occidentale. Mais effectivement, il faut arrêter ce bras de fer. Je me souviens, puisque tu dois présenter des choses, moi j'ai eu une conférence comme ça, je ne sais plus le sujet, mais j'ai quelqu'un qui m'a interrompu, un médecin dans l'assistance, qui me dit mais qu'est-ce que vous faites pour un cancer stade terminal, tu vois, du genre, le plus efficace, c'est celui qui fait les choses les plus violentes, quoi, les plus fortes. Je fais rien. Si vraiment c'est un cancer stade terminal, il y a des choses à faire. Mais enfin, je veux dire, je ne vais pas refaire du neuf avec du vieux. Enfin, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment... Mais la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on fait avant ? La recherche sur le cancer, c'est pas une recherche pour éviter le cancer. Il y a 10% de progrès thérapeutique, mais il y a 40% de cancer en plus. Donc, est-ce qu'on recherche au bon endroit? Et puis si on avait voulu être dans la confrontation, la question aurait pu être retournée. C'est-à-dire que personne ne peut faire grand-chose face à un cancer stade terminal, si ce n'est gérer la douleur. Non, puis le problème, c'est que, la base de la médecine chinoise, c'est t'attends pas d'avoir soif pour creuser un trou. Mais quand même, nos patients, ils arrivent avec déjà un peu soif, quoi. Oui. Pour la plupart. Donc, de toute façon, on ne va jamais vers le patient. On laisse les gens venir et puis on fait ce qu'on peut, bien sûr. Et ça, c'est valable pour toutes les médecines. On ne devrait pas aller soigner les gens malgré eux. Enfin non, c'est pas valable pour toutes les médecines, du coup, effectivement. ça dépend. D'accord. Mais ça, je pense que ça m'a bien aidé pour répondre à cette question de l'intérêt d'apprendre la médecine chinoise aujourd'hui, notamment dans la complémentarité avec la médecine occidentale. Je trouve que là, j'ai des points qui vont m'aider à mieux structurer. Il y a des manques partout, il y a des qualités partout, donc on est dans un mariage de raison, on n'est pas dans une lutte inutile, quoi. Du coup, ça répond aussi à une autre question que j'aurais pu me poser, où c'est l'intérêt pour un patient aujourd'hui d'aller voir un médecin chinois plutôt que d'aller acheter un Doliprane, ou en plus d'aller acheter un Doliprane, ou plutôt... parce que des fois, il faut aussi... tu vois, tous les patients ne viennent pas forcément, ou tous les gens qui pourraient bénéficier de la médecine chinoise ne font pas la démarche. Non, c'est clair. Tu vois si tu veux, quand tu n'as de choix, quand tu as une maladie, que d'aller chercher par toi-même un antalgique à la pharmacie, ou te retrouver dans une batterie d'examen dans un hôpital, mais qu'entre les deux, tu n'as à peu près rien, ou alors des gens qui, chacun te propose, des marchands du temple, qui chacun te propose leur solution, mais en fait, ils n'ont pas fait un vrai diagnostic de savoir de quoi tu as vraiment besoin, tu te sens un peu seul. La médecine chinoise, elle pose un diagnostic, c'est une pratique de médecin généraliste, d'ethnomédecin généraliste, qui te regarde comme pouvait te regarder le médecin de famille d'il y a quelques siècles. Et donc, c'est pour ça que c'est précieux, parce qu'on est en train de perdre cette médecine-là. Voilà. Ok. Même s'il y a des termes chinois.
de temps en temps. Peut-être que c'est pas le sujet maintenant, je pense qu'on pourra avoir une discussion, mais je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra que je fasse une vidéo sur la question du traitement. Parce que là, on a bien l'idée globale de l'intérêt de la médecine chinoise en termes de diagnostic, en termes de... Mais comment on soigne en médecine chinoise? Parce que je pense que pour beaucoup, c'est fumeux, quoi. À suivre. À suivre. Uf, uf. Macapuf. Prout, prout, cacapout. Mouf, mouf. Pouet, pouet. Gabusomeux. Ah, lire aux chiottes. Penché sur le journal Tintin ou Aristote. Dans l'auguste posture du penseur de Rodin. Travailler du chapeau en faisant du boudin. Ça te va, ça? C'est beau. Ok.